Mesdames et messieurs, je suis ravi de retrouver cette belle salle, cette installation, pour un sujet pour lequel je ne suis pas né. J'avoue que je n'ai pas, comme on dit, servi, puisque en 1967, quand j'étais en première année à l'Athénée pour les études de lettres, le service militaire a été aboli. Et comme ancien scout, pour avoir beaucoup travaillé chez mon oncle qui était fermier, en faisant tous les travaux, pour avoir travaillé à la cuisine de notre hôtel, je n'aurais pas été rebuté par, disons, le côté artisanal de la vie militaire. Mais le côté exercice au tir, ça m'aurait un peu révulsé. Donc, voici le sujet que je vais choisir, des épisodes à l'époque du contingent fédéral, vie militaire et sociale. Et évidemment, je me suis informé auprès de cette belle exposition qui a une vision beaucoup plus générale, avec une insistance sur des objets qu'il fallait déjà trouver et qu'il fallait pouvoir expliquer. Donc, notamment, il regarde où étaient produites les armes, où étaient cousus les uniformes. Donc, moi, je regarde plutôt par le petit bout de la lorgnette à partir de la province, de la plus vieille ville, qui, à l'époque, avait à peine 2500 habitants. Voilà. Le catalogue, vous le connaissez. Et le présent diaporama présentera essentiellement des documents ou des objets évoquant spécifiquement la ville d'Echternach. Alors, je vous propose le résumé suivant. Premièrement, donc, le recrutement de l'armée, c'était une conscription, mais par tirage au sort. Ça, c'est le premier chapitre. Ensuite, il y aura l'ancienne abbaye bénédictine qui est convertie en caserne, ce qui n'était pas évident. Pour tous ceux qui ont acheté une maison qui la transforme, c'est en plus petit le gigantesque problème qui s'est posé. Ensuite, le contingent fédéral, vu par des écrivains, je suis un homme de lettres, donc la littérature, ça compte, c'est un témoignage. Ensuite, les militaires et les civils qui se rencontrent dans un certain nombre d'organisations et d'événements. Ensuite, les hommes de troupe sont des hommes tout court. Au XIXe, la religion joue un rôle important, et vous allez voir que la religion a été un des déclencheurs de dissensions au sein de la troupe. Ensuite, vous avez le problème heurts et malheurs, c'est-à-dire il y a des accidents, il y a des réjouissances, nous allons les regarder ensemble aussi. Ensuite, il y a les années de crise. Je parlerai surtout de 1848, qui dans toute l'Europe a déclenché des mises en cause, des remises en cause et des redéfinitions de la vie en commun. Et ensuite, la dernière partie, qu'est-ce qui reste de cette vie de garnison à Echternach? Donc le premier chapitre concerne la création de cette garnison. Le premier document que j'ai trouvé remonte à décembre 1842. À ce moment-là, la gigantesque abbaye, ou ancienne abbaye, est divisée en deux parties. La partie la plus noble, la plus belle, qui donne côté orangerie vers l'ouest, appartient à la famille Dondelinger, et la partie arrière appartenait à la famille Müller, qui a vendu. Il y a eu une société luxembourgeoise d'industrie basée à Arlon, et présidé par Nicolas Berger, qui plus tard sera le banquier de Victor Hugo à Vianden. Vous voyez, il fait des affaires partout. Donc, il offre la partie arrière, la moitié du bâtiment, au gouvernement luxembourgeois. Et il est présidé par Gaspard Ignace de La Fontaine, qui est président du gouvernement, qui est le père de Edmond de La Fontaine, Dix, qu'on va revoir comme écrivain à propos de la garnison d'Echternach. Alors, cette société d'industrie savait très bien, le gouvernement compte créer une caserne pour 600 soldats. Je dis tout de suite, ils n'ont jamais atteint le maximum, même 500. Imaginez un pensionnat actuellement dans le bâtiment avec 600 internes. Les problèmes, disons, d'hygiène que cela peut poser. Je connais les plans de l'ancienne abbaye. Il y avait une latrine pour 2 étages, vous imaginez. Bon, donc voilà le premier.
il y a une foule de documents qu'on trouve à partir de l'année 43-44, avec tous les travaux à exécuter. Aujourd'hui, si vous construisez un lycée, ça va prendre 4 ou 5 ans, à l'époque déjà. Jusqu'à ce qu'au moins il y ait le magasin de poudre, il faudra attendre 5 ans. Et à chaque fois, il faut passer par des commissions, des expertises, ça prend du temps, ça n'a pas changé aujourd'hui. Voici le portrait de Gaspard de La Fontaine, président du gouvernement. Ce qui m'intéresse, nous sommes dans un musée, Régis comprendra, c'est un Frezet, Jean-Baptiste Frezet, c'est quand même le peintre le plus célèbre du XIXe siècle bourgeois à Luxembourg. Il est originaire de Metz, naturalisé luxembourgeois, il a formé à peu près tous les autres peintres de l'époque. Donc, très grand portraituriste, on va le retrouver tout à l'heure dans un autre rôle. Donc, c'est le président de La Fontaine qui a eu à trancher un certain nombre de questions concernant l'aménagement de notre caserne. Alors, politiquement, le problème se résume à la question suivante. Par le traité, ou par le traité de 1815, le traité de Vienne, on a créé un nouvel État qui va s'appeler le Grand-Duché de Luxembourg. Et on lui a parachuté un souverain complètement inconnu, Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg. Il n'y avait aucun lien avec ce souverain. Nous venons de passer, il y a 2-3 semaines, par des sommets de jubilation identitaire et inclusive, ça faisait du bien, mais à l'époque, ça n'existe pas. Donc il faut toujours regarder cette garnison sous le point de vue du corps étranger. Le corps étranger, c'était le souverain et aussi les officiers, parce qu'il n'y en a pas au Luxembourg. Il y a eu 2 ou 3 luxembourgeois qui étaient dans la Légion étrangère ou qui étaient dans l'armée des Indes, chez les Hollandais, mais rien. Aucune tradition militaire. Deuxième problème qui se pose, le Luxembourg a un souverain germanophile qui fait partie de la Confédération germanique. Et donc déjà, qui va veiller à ce qu'il y ait une forte occupation prussienne dans la capitale, Luxembourg. Et il voudrait en plus imposer la langue, même pas allemande, mais flamande, hollandaise, comme langue officielle. Là, les Luxembourgeois, le gouvernement s'est révolté avec la loi de 1843 où le français occupe la même place que l'allemand et le flamand est officiellement éliminé. Et troisième point, il y a la création d'une armée de conscription, c'est-à-dire en principe tous les garçons doivent faire leur service. Mais on procède par tirage au sort. Si vous tirez le mauvais numéro, vous devez vous présenter et faire le service. Il y a une échappatoire qui est possible, c'est de trouver un remplaçant, c'est-à-dire de payer un pauvre garçon un sans le sou qui va faire le sale travail à votre place. Ce qui complique la chose, la Confédération germanique imposait au Luxembourg et au duché de Limbourg un total de 6 000 soldats, ce qui est une somme énorme. Je vous rappelle, Echternach a 2500 habitants, donc une armée de 6 000, c'est difficile à atteindre. Donc voilà les paramètres qu'il faut observer. Et Echternach aura tout de même le bonheur de voir que le gouvernement lui confie la garnison avec Diekirch, alors que 2 autres localités ont été éliminées. Alors nous aurons un bataillon de chasseurs à pied. Bataillon, ça fait à peu près 600 soldats et qui sont répartis chez nous à Echternach, c'est le premier bataillon, en 4 compagnies. Et Diekirch n'aura que 4. Pardon, chez nous il y en a 6, à Diekirch il y en aura 4. Mais pour que les soldats, les officiers ne se familiarisent pas trop avec l'esprit local, on les alterne tous les 3 ans. Voilà une représentation avec Louis Couchman, qui était douanier, qui était pâtre, et qui a représenté la façon dont il s'imagine ces soldats-là. Donc ce sont des chasseurs où seuls les officiers sont à cheval
et souvent le cheval leur appartient, parce que l'État n'a pas l'argent pour entretenir une écurie. Ce qui les singularise, c'est le shako, c'est-à-dire le chapeau à visière avec un panache. Vous avez la couleur orange sur la chabraque, c'est la couverture sous la selle. Vous avez aussi le corps de chasse sur le casque et dans d'autres représentations. Et il y a déjà le lion rouge associé au canon, parce que la ville d'Ettelbrück devait recevoir une garnison avec des canons. Il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu non plus de chevaux, donc on a supprimé beaucoup, on a dû ramener le budget au minimum. Alors je place maintenant l'exposé déjà sous le signe de la littérature, puisque le tirage au sort va générer des cas où un fils de notaire, un fils d'ingénieur, de médecin, de directeur sera déchargé en payant une somme à un pauvre homme qui sera le remplaçant. Donc voici par exemple une publicité qui paraît dans le Echtenacher Anzeiger. C'est un journal qui a paru entre 1863 et 1940, jusqu'au régime nazi. Malheureusement, le Echtenacher Anzeiger n'est pas numérisé parce que la collection n'est pas complète. Je vous montre un dessin que mon collègue Carlo Schmitz a fait lorsque nous avons présenté en 2024 une conférence sur Dix, Edmond de La Fontaine, à Echternach, puisqu'il a créé cette pièce de remplaçant. Donc, vous voyez, c'est un canon qui vise à travers des billets de banque, et il y a une espèce de bonhomme noir qui est le Hexemeister de Dix, qui actionne tout cela et qui agite le billet de banque. Donc c'est un système de recrutement qui ne repose pas sur la qualité athlétique ou l'intelligence du soldat, mais sur une espèce de perversion. Il s'engage parce que ça lui fait gagner de l'argent. Alors, voici autre chose. Le remplaçant a d'abord été créé à Luxembourg, puisque Dix faisait partie de l'association GYM, la société de gymnastique. Il faisait de la gymnastique, il faisait de la musique, il faisait de la danse, et lui, il a créé des vaudevilles, Singspiele, comme disent les Allemands, et le premier de ces vaudevilles, c'est la Mumseis, vous la connaissez, et un de ces vaudevilles, en 1964, c'est de remplaçant. Je vous explique très rapidement de quoi il s'agit. Ça se passe dans un café. Le patron est un ancien soldat. Il a une fille qui est courtisée par 2 ou 3 courtisans, par 2 ou 3 voisins. Il y en a un qui est remplaçant et qui voudrait trouver autre chose. Il y en a un autre qui vient de la Légion étrangère. Donc c'est une vision à travers le peuple, puisque autour du comptoir du café, on parle beaucoup, on fait beaucoup de blagues, et on explique très bien l'injustice de celui qui doit travailler pour les autres. Voici donc l'affiche de Remplaçung. C'est un prologue, c'est une pièce très courte, avec des dialogues très, très vifs. Alors, cette affiche concerne une reprise de la pièce en 1865 à Echternach. Et elle est jouée dans la militaire Turnhalle, puisque les militaires doivent s'entraîner par tous les temps, donc ils ont besoin d'une salle de sport. Voici les livres, les éditions des œuvres complètes, le théâtre complet de Dix avec de Remplaçung. Et je vous montre une première représentation de l'abbaye. Elle est de 1840, mais elle représente l'abbaye au XVIIIe siècle. À gauche, vous avez l'église abbatiale. On voulait la transformer avec des clochers à bulbes. Ça n'a pas été fait. Mais les proportions, sinon, restent rigoureusement identiques. Alors, vous voyez ce que j'ai encadré en bleu,
Ça, c'est la partie de la famille d'Ondelinger, d'Ondelinger. Il y a Jean-Henri Ier, II et III. Ils vont louer à la mort et ils vont rester propriétaires jusqu'en 1917 de cette partie-là. Par contre, la partie arrière, c'est celle que Berger voulait vendre au gouvernement. Ce qui est encadré en rouge, c'est la partie arrière du carré de l'abbaye, et devant, la partie un peu arrondie s'appelait der Mühlenbau, c'est l'aile des moulins où les faïenciers, ils moulaient la matière première. Ensuite, vous avez ce que j'ai encadré à droite, c'est là que se trouvait la salle de gymnastique, die Militär-Turnhalle. Carlo Schmitz a ajouté un dessin également qui concerne directement la vision que le peuple pouvait avoir des officiers. Les officiers, ils sont décorés outrageusement. Ils n'ont pas de tête. Carlo représente l'officier comme une poupée sans tête. Elle porte une grosse ceinture pour se faire une taille intéressante. Et tout à fait en bas de l'échelle, vous voyez un petit personnage. Ça, c'est de nouveau le Hexemeister. C'est le personnage qui semble vouloir grimper à l'intérieur du gros bonhomme pour le ridiculiser. Donc c'est le regard de Dix sur la société dont il faisait lui-même partie, alors que le père de Dix, c'est lui qui a amené ces soldats-là à Echternach. Et puis Carlo, il fait toujours des anachronismes, il glisse sur le côté gauche de l'officier une espèce de colt. Il agit comme un shérif, comme certains présidents aujourd'hui. Donc il croit que tout est permis au pouvoir. Une nouvelle représentation avec les chasseurs luxembourgeois. Donc vous voyez très bien le casque qui est empanaché. C'est un shako, c'est soko en hongrois, c'est un chapeau à visière. Et l'insigne est très bien visible, c'est le corps de chasse pour le Grand-Duché de Luxembourg. L'uniforme, peut-être les dames ne seront pas d'accord, combine deux couleurs qui généralement sont évitées, le bleu et le vert. Et on les appelait en allemand die Blau-Grünen. La ceinture orange, pour certains, notamment pour les officiers, c'est un hommage à la maison d'Orange-Nassau, celle du souverain. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, pour les fêtes, même Macron portait de l'orange. Le président de la République, il s'est fait taper sur les doigts. Comment est-ce qu'il peut porter les couleurs d'une monarchie? Nous sommes une république. Bon, vous voyez, on peut tout interpréter à sa façon. Et ensuite, le pantalon, c'est très particulier. C'est comme les pantalons de ski. C'est-à-dire, pour qu'il tombe très bien, il y a une lanière qui passe sous le talon et qui tire. C'est tout à fait particulier. Un Suppiesbox, Suppiesbox. On va le voir dans un des dessins que je montrerai. Bon, je me suis donné la peine de voir comment fonctionnait la garnison d'Echternach. Donc, je vous dis encore une fois, il y a 600 hommes maximum, il y en a peut-être 500. Et sur les 500, il y a peut-être 2, 3, 4, 5 douzaines de sous-officiers et d'officiers. Donc, les premiers, ce sont les commandants successifs du contingent fédéral. Parce qu'il y a 2 bataillons, Diekirch et Echternach. Mais le siège du contingent n'est pas à Luxembourg, il est à Echternach, dans l'abbaye. Et le premier, c'est le baron von Quart. J'ai interprété, j'ai été voir sur la tombe, et les lettres sont complètement illisibles, donc c'est Hirstenbrick, Quart von Quart Hirstenbrick. C'est un noble, enterré à Echternach. Je vais montrer son tombeau. Ensuite, vous avez le Hollandais Christian P. Winkel, on voit aussi avec un CK. Ça, c'est celui qui va provoquer la révolte de 1848. Un Hollandais hautain qui n'arrive pas à parler à ses hommes. Le seul luxembourgeois qui a été commandant du contingent, c'est Pierre Mertens, premier commandant du contingent de nationalité luxembourgeoise. La nomination a prêté à discussion et son enterrement au cimetière d'Echternach donne lieu à des manifestations de sympathie en sa faveur rapportées par le Anzeiger.
manifestation de sympathie parce qu'on voyait en lui l'incarnation d'une certaine forme d'identité, alors qu'on ne s'identifiait pas aux Hollandais ou aux Prussiens. Ensuite, le Prussien, justement, de Vernejoul, commandant lui aussi, et un Hollandais pour terminer, Van Heemskerk, colonel, le grade le plus élevé que nous ayons eu à Echternach. Alors, une autre liste, cette fois, ce sont les commandants du bataillon d'Echternach, c'est le grade en dessous. Alors, vous avez un premier, un Prussien, Stahl von Holstein, et le poste a été vacant pendant 1 ou 2 années. Ensuite, le Hollandais Tyndall, premier bataillon du chasseur à pied. Ensuite, 48, vous voyez que le luxembourgeois Pierre Mertens a gravi les échelons. Il était d'abord commandant du bataillon, puis commandant du contingent. Ensuite, en 48, de nouveau, un Hollandais, Ubax. En 48 encore, il reprend par intérim le même bataillon. Vous voyez qu'il y a des vacances, puisque des officiers partent ou... Je compare ça aux professionnels en cyclisme ou en sport. S'il y a une meilleure offre, ils vont chez la concurrence. C'est aussi simple que cela. Il n'y a aucun sentiment d'adhérence nationale. Il ne faut pas raisonner comme ça. Sinon, on ne comprend pas le mécanisme. Ensuite, le dernier, De Waha, qui était une famille, ou qui est une famille qui est encore installée à Diekirch, et puis le capitaine Baschen van Hees. Donc, beaucoup d'inconnus, difficile de s'y reconnaître. J'ai regardé aussi, puisque Echternach est une petite ville, la plus ancienne du pays. Alors, est-ce qu'il y avait des Echternachiens? Il y en avait très, très peu. Il n'y en a eu que 19. Et les soldats s'appellent des miliciens. Ils rejoignent la milice. Et parmi les 17, il y a 3 paires de jumeaux, ce qui me fait supposer que tout de même, certains étaient volontaires. Ils n'avaient que la rue à traverser pour être reçus à l'armée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qui était le père, et notamment Becker. Becker était tout simplement le bourgmestre d'Echternach. Il était en même temps médecin, militaire, mais à Diekirch, pas à Echternach. Mais donc on voit qu'il y a des filiations peut-être à l'intérieur de la famille. Je passe au chapitre suivant, donc l'abbaye d'Echternach qui est reconvertie en caserne. Et j'anticipe un petit peu. Il y a un très célèbre tableau, j'ai vu l'original, ou un dessin plutôt, de Guillaume Theiss, qui habitait Echternach, qui était dessinateur. Et là, c'est une copie de Constant de Muser, qui se trouve au Musée national au marché aux poissons. Ça représente la place du marché, la basilique, elle est derrière, devant, en haut à gauche, vous avez la route de Luxembourg, et puis au milieu de la place du marché, et devant, ceux que j'ai entourés, ce ne sont pas des soldats du contingent, puisque le contingent va venir beaucoup plus tard. Ce sont des soldats, ou plutôt des gendarmes belges. Ils portaient un casque à fourrure comme des Russes, mais ce ne sont pas des Russes. Les luxembourgeois appelaient ça « Dat war die Belgische Zeit ». Vous savez que la révolution belge s'est séparée des Pays-Bas. Le royaume de Belgique est né en 1830. Alors, la capitale luxembourgeoise ne pouvait pas basculer dans le camp belge, puisqu'il y avait quand même 4000 Prussiens avec la baïonnette au poing. Par contre, le pays, lui, il avait basculé. Et notamment, Echternach, ici, c'en est la preuve. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Donc, Guillaume Theiss, c'est un très très bon dessinateur. Il y a un tableau à la basilique de lui. Voilà, donc c'est bien cela ce que je voulais dire. Alors, je passe maintenant à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est ce monsieur-là en uniforme. C'était le commissaire de police, Paul Rippinger. Il m'a effrayé une fois, j'avais 15-16 ans, je roulais à vélo en novembre avec la lampe qui ne fonctionnait pas. Il a failli me mettre en prison pour ça, il m'a engueulé. C'était son métier, je comprends. 10 ans, 15 ans, 30 ans plus tard, je lui demande «
vous avez écrit le premier article, als die Abtei Echternach zur Kaserne wurde, est-ce que je peux vous consulter? Il a été d'une gentillesse confondante. Il voyait que ça continuait. Bon, donc, par exemple, il publie ici un document hautement intéressant. Ce sont 162 citoyens d'Echternach qui souscrivent une pétition au gouvernement luxembourgeois pour que celui-ci accorde une garnison, c'est-à-dire une caserne, à Echternach. Alors il y a plein d'arguments. Il y a des arguments, par exemple, culturels, des raisons culturelles, économiques, budgétaires. Et ça a été présenté le 23 mars 1840, donc bien avant que les premiers officiers arrivent, c'était en 1943, et les premiers soldats, 45 ou 44 ou 45. Pour une fois, les Epternaciens avaient de l'avance, eux qui ont la réputation d'être toujours en retard. Encore un très beau, une très belle gravure, un très beau dessin qui est de 1800, quelle est la date, 1840. C'est une gravure hollandaise de nouveau, et cette fois-ci, j'ai encadré en bleu toute l'enceinte de la future caserne. Donc vous avez deux bâtiments. Le bâtiment élevé, c'est la partie est du carré de l'abbaye. La partie arrondie, c'est de nouveau le Mühlenbau. Et par exemple, là, il y a une petite tour. Et là, dans cette tour, il y avait le casino des officiers. Les soldats n'avaient pas le droit d'aller dans ce casino-là. Alors, la partie à l'ouest, c'est celle de la famille d'Ondelinger. Voici le document qui est publié dans le très beau livre du musée, mais Simon, en fait, même moi qui connais, je ne me reconnais pas là-dedans, hein, donc ça ne dit absolument rien. Donc ça, c'est uniquement la partie arrière du carré de l'abbaye, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière la cour, etc. Bon, il y a une très belle photo, mais là, on voit très bien, je peux le montrer à la main. Donc, voilà la partie de la caserne, voilà le Mühlenbau, voici ce qu'on appelle la cour de la caserne. J'ai encore entendu des personnes en 1950-52 en Kasernhof, on dit les autres. Hein. Et la partie avant, là, c'est la Taishof, donc, document intéressant. Le texte est très bien, mais les explications sont un peu insuffisantes. Voici un document qui a été déniché par mon collègue Paul Spang, qui a été professeur d'histoire au lycée d'Echternach, ensuite premier directeur des archives de l'État. Il a déniché ce plan. Alors, en bas, vous avez la partie chic, d'Ondelinger, avec le perron, et derrière, vous avez cette partie qui est sur votre plan, la partie de la caserne. Et vous voyez, ce qui est en noir, c'est la ligne de démarcation, parce qu'à un moment, en 1829, Jean-Henri d'Ondelinger II et son beau-frère ont tiré au sort. Le beau-frère, c'est Jean-Gaspard Muller, très intelligent, franc-maçon, juriste, professeur, faïencier. Il a produit les plus belles pièces. Ils ont tiré au sort, et comme par miracle, le fils du fondateur, il a hérité de la partie la plus belle devant. Et donc, Muller, il va décéder en 1835 ou 36. Sa femme va vendre à Berger, et ensuite, Berger va le céder à l'État. Oui, d'accord, je peux avancer. Voici une photo une gravure que j'ai souvent montrée par rapport à Victor Hugo, puisque c'est l'état dans lequel Victor Hugo, le 8 août 1862, a vu l'arrière de la basilique. Donc c'est l'abside, derrière le chœur de la basilique, qui est tombée en ruine. Parce que cette partie-là faisait partie de la caserne. Et derrière le chœur, c'est assez élevé, on pouvait installer des agrès, on pouvait faire des exercices de gymnastique, mais malheureusement, certains soldats, dit-on, avaient l'habitude de viser, de tirer dans la voûte. Résultat des courses, vous le voyez là. C'est un collègue à moi, Hubert Bersch, de qui j'ai écrit la biographie. Il était professeur de dessin, il avait une école de dessin, il enseignait le dessin technique à main levée, etc.
Et il a publié carrément à l'Illustration à Paris. L'Illustration, c'est comme Paris Match, hein, le poids des mots, le choc des photos. Donc le poids des mots, le choc des gravures. Comment est-ce qu'il a fait? Ça m'intéresse beaucoup, mais il connaissait Auguste Marc. Auguste Marc était un élève de Freuzet, il venait de Metz aussi, il était professeur à Diekirch, et c'est lui qui avait fondé l'Illustration. Donc il n'avait pas les réseaux sociaux comme nous, mais il se connaissait, hein, il s'écrivait, il se rencontrait. Alors c'est très intéressant, cette partie orientale faisait partie de la caserne. Je reviens sur une autre représentation où je peux très bien montrer les deux cours, donc à droite, la cour dite Abteishof, vous voyez, devant le perron de la basilique. Au XIXe siècle, il restait une tour, c'est la tour qui donne sur la place du marché. Les autres étaient rasés pour les fours de la faïencerie. Et à gauche, vous avez la cour dite Kasernhof. Et sur cette gravure, vous voyez aussi le mur de séparation qui traversait aussi la cour intérieure. Alors, ce n'est qu'en 1917 que l'État luxembourgeois va pouvoir acquérir la partie devant pour y installer le gymnase d'Echternach. Encore une de ces représentations symboliques. Tout ce qui est en noir, c'est la partie de la caserne, avec, au-delà des murs d'enceinte, vous avez le parc légumier, par exemple, vous avez la militaire Turnhalle, le numéro 9, c'est le Pulvermagazin, je vous en parlerai tout à l'heure, le Kasernhof, vous avez l'officier, le casino messe des officiers, là où va démarrer un duel qui sera exécuté dans le pavillon, et le quartier CAC, hein, c'est là où vous entrez si vous sortez de l'abbaye pour commencer la procession dansante. La CAQ, ça veut dire en fait un collier qu'on mettait à un prisonnier quand on le mettait au pilori. Donc ça l'emprisonnait. Ça n'a aucun rapport avec, disons, le sens un peu scatologique, hein, mais à Echternach, c'est souvent utilisé comme cela. Alors voici un avis, on en trouve beaucoup dans la presse. Luxemburger Pondis, vous avez reproduit ça dans votre exposition, je l'ai vu tout à l'heure ici dans le couloir. C'est intéressant parce que c'est en 1855, c'est-à-dire après 10 ans, que les officiers se sont rendus compte on n'a pas de magasin pour placer les poudres à explosifs. C'est quand même essentiel, me semble-t-il, hein, quand on sait ce qui est arrivé. Vous vous rappelez, au Waldhof, il y a une dizaine d'années. Oui, donc là, ils ont mis du temps pour réaliser cela. Alors, prudemment, ils ont placé le magasin de poudre au-delà de l'enceinte de l'abbaye. Si vous connaissez la place de la Kermesse, où il y a le mur des remparts de la ville, c'est derrière où il y avait autrefois le jardin du concierge du lycée, c'est là qu'il y avait le magasin à poudre. Le plus beau tableau, qui est complètement inventé, on pourrait dire que c'est du fake art, mais ça va dans le bon sens. Vous reconnaissez très bien la haute abbaye, mais le fronton, ça c'est complètement bidon. L'entrée n'est pas en face de la moitié, elle serait beaucoup plus à droite. Le quartier à droite serait à droite. Mais c'est un tableau encore de ce Louis Couchman qui sait très bien rendre une ambiance. Alors vous avez le commandant, c'est le baron von Quadt-Hichtenbrück. Bon, je me suis trompé encore une fois, c'est Hichtenbrück. Alors il porte un très haut képi ou shako au panache vert. Il a beaucoup d'orange comme officier. C'est le commandant, en fait, du contingent. Il a une chabraque qui descend très bas, c'est-à-dire une selle, et sur la selle, vous avez une couverture de selle, et sur la selle, sur la couverture, vous avez encore le corps de chasse. Vous avez le monsieur ici à droite, qui est en fait le second, c'est aussi un officier, et lui, il porte le corps de chasse, visiblement, sur l'épaule.
J'ouvre une petite parenthèse, le dernier abbé d'Echternach s'appelait Emmanuel Limpach. Son père était maître de poste et lui, il avait choisi un cheval au galop avec un corps de chasse. Mais ici, ça c'était le corps de chasse qui annonce le transport public, mais ici, le corps de chasse est l'instrument de communication pour donner des ordres dans un milieu militaire. Alors il y a, paraît-il, encore un autre soldat derrière, et c'est le lieutenant Fröhling de l'ancienne gendarmerie qui m'a donné ces explications il y a plus de 30 ans, puisque je ne me serais pas reconnu dans cela. Le tableau appartient ou appartenait à Ernie ou Ernest Wagner, que je connaissais très bien, c'est un enrôlé de force. Il avait un métier, il était sellier, Zedler. De Zedligern, on m'a dit genannt, il faisait des tapissiers, si vous voulez. Et il était lui-même très bon dessinateur et peintre. C'est lui qui a acquis cette œuvre absolument unique. Alors je passe au contingent fédéral vu par les écrivains. J'ai déjà parlé d'un premier écrivain. Voici quelqu'un qui est complètement inconnu. Il s'appelait Matthias Georg Zachary Werner. Il est né dans l'ancien duché du Luxembourg, mais à Bitburg, en 1796, et l'ancien duché est devenu département des Forêts, et ensuite, en 1815, Bitburg a été séparé, est devenu la Prusse rhénane, mais lui, il est venu à Echternach, puisqu'il parlait le platte, il parlait très bien français, il était instituteur pendant 20 ans à Echternach, puis pendant 20 ans à Mersch, naturalisé bien sûr, epternacien. J'étais à Arlon dimanche, dans un autre colloque, et il y a la célèbre librairie Eveling, elle n'existe plus, mais je sais où elle est, Victor Hugo y était aussi. Werner, il a publié une grammaire française en allemand pour les gens de la province qui sont francophones et qui ne parlaient pas allemand. Donc c'est transfrontalier. Alors, son poème qu'il a écrit, je dois un peu me déplacer parce que je n'arrive pas à lire ici, enfin je vais vous le résumer. C'est un poème dans lequel il fait l'éloge des braves soldats du contingent. Mais je vous rappelle, ces braves soldats, ce sont des garçons de La Rochette, d'Osweiler, de Pfaffenthal. Ils ne connaissaient absolument pas ce roi qui n'est jamais venu, puisque Guillaume Ier ne s'est jamais montré. Le deuxième s'est montré davantage, le troisième était épouvantablement réactionnaire. Et donc, Werner, qui est luxembourgeois d'adoption, il construit un mythe. Les soldats pour défendre l'identité luxembourgeoise. Ils sont prêts à prendre les armes pour défendre leur souverain bien-aimé. Donc, vous voyez, toutes les nations reposent en fait sur des mythes, c'est-à-dire des récits qui créent une origine flatteuse ou qui montrent comment on peut, par la conviction, se sortir d'une situation difficile. Voilà donc le sens de cette poésie. Et il en a écrit aussi pour l'anniversaire du grand-duc. Et il les chantait même, il y avait des mélodies qu'il inventait, parce que cela se passe souvent par l'unisson des chants, des chansons et des textes. Très rapidement, je présente quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. À droite, c'est Caspar Matthias Spohr, né à Echternach, pas très loin de chez moi, au Fulport, c'est-à-dire la place devant la basilique. Fulport, ça veut dire Forum Portas de l'abbaye. Il est marié avec une femme qui porte un nom célèbre à Echternach, c'est une Kiesel. Et Dieu sait s'il y a eu des Kiesel très célèbres chez nous. Spohr avait un père qui était employé dans la faïencerie. Et le père avait un groupe de garçons, 4 ou 5, qui jouaient toujours dans le même groupe pendant la procession dansante. Et donc Spohr était très bon musicien, instrumentiste, et très bien compositeur, puisque c'est lui qui a composé, sans être nommé sur l'affiche,
les mélodies de Dix, enfin des dialogues de Dix pour le remplaçant. Hein, voilà. Donc ça c'est Spo, on va le retrouver tout à l'heure. Je fais un saut maintenant du côté de l'Atlantique, de l'autre côté. Ce monsieur-là s'appelle Nicolas, mais en transatlantique, il s'appelle Nicholas, avec un H, Nicolas Gonor. Il est né au Pfaffenthal, engagé volontaire dans la garnison d'Echternach. Il voulait être officier. Il était très intelligent, très doué pour les techniques. Il a travaillé pour un pont sur la Moselle. Et ensuite, sur un coup de... Oui, sur une lubie, il traverse l'Atlantique pour ne plus jamais revenir. Alors, il publie un livre de poésie, Prairie Blumen, et c'est sorti en 1800, qu'est-ce que j'ai mis comme date, 1880... 83, voilà. Et dans ce recueil, il y a un poème également où il se souvient qu'il a été à Echternach. Alors voici ce poème. C'est un poème sur un vieux sergent. Il est vieux, sa seule richesse, c'est un cheval blanc, et sa seule façon de s'amuser, c'est de boire. C'est un sous-lot. On dirait qu'il est sorti d'un western de John Wayne, de John Ford. Hein. Ceux qui boivent 1 litre de whisky par jour, il est du même acabit. Mais c'est quelqu'un qui est du peuple et qui ne parle pas du roi. Il ne parle même pas de l'identité nationale. Il aime le travail de soldat. Il aime s'occuper du cheval. C'est quelqu'un qui est très manuel, donc c'est quelqu'un qui est très humble. C'est quelqu'un qui est digne d'une pièce notamment de Dix, mais pas, par exemple, il ne pourrait pas figurer dans le Reinhardt, vous allez comprendre tout de suite. Donc Gonner, pour nous, est important, puisqu'il évoque très exactement le régime de la garnison à Echternach. Par exemple, il mangeait du Kommisbrot, c'est-à-dire du pain gris, c'est-à-dire de la moindre qualité. Ils n'avaient pas beaucoup de vêtements, ils n'avaient pas beaucoup de chaussures, ils étaient toujours mal équipés. Hein. Et puis, il y avait les chevaux. Mais parfois, le cheval lui-même n'a rien à boire. Donc, le manque de confort. Voici un chapitre que j'ouvre qui peut sembler très éloigné de la garnison d'Echternach. Et j'intitule cela « Un air colonial ». J'ouvre une parenthèse en disant que certains des soldats, voire des officiers, sortaient de la Légion étrangère. La Légion étrangère a été fondée en 1830 sous le roi Louis-Philippe, pourtant très pacifique, pour protéger les navires français ou anglais ou hollandais ou belges qui longeaient les côtes africaines et qui se faisaient assaillir par les musulmans. Donc la conquête d'Algérie est d'abord justifiée par des raisons humanitaires, parce qu'on enlevait les jeunes femmes pour les replacer dans les harems. Hein. Donc il y a beaucoup de soldats qui viennent de la Légion étrangère et certains désertent à Echternach pour aller se réfugier dans la Légion. Dans la Légion, vous pouvez avoir fait n'importe quoi, il suffit d'avoir un pseudonyme, de changer de nationalité, de donner une fausse date d'identité, vous rentrez. Vous faites vos 5 ans, vous pouvez renouveler ou vous rentrez quand vous voulez. Donc vous voyez toujours le côté du professionnalisme. On peut faire sa carrière sans se préoccuper de questions esthétiques ou éthiques ou nationalistes. Alors, à propos de l'Algérie, justement, les soldats d'Echternach, ils défilaient, et c'est C.M. Spo qui le dit, ils défilaient aux sonorités d'une marche très entraînante qui s'appelait la prise de Constantine. C'est une des plus célèbres prises coloniales de la France, et à ce moment-là, la France avait une armée commandée par un certain Vantini, qui avait comme surnom musulman Youssouf, le général Youssouf.
Et par hasard, il avait épousé une luxembourgeoise qui s'appelait Weyer, V-E-Y-E-R, et elle habitait avec son frère au château de Grevels, c'est près de Bertrange, au centre de notre pays. Et c'est le beau-frère qui a invité le célèbre général Youssouf, qui était le gouverneur de la province de Constantine, au château de Grevels. Et il a même pris contact avec la garnison prussienne de Luxembourg pour qu'elle organise des manœuvres particulières afin que le général puisse y participer avec son cheval arabe, fringant. Les officiers chez nous avaient des Rosses, des Ardennais. Donc ça faisait sensation. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est même venu à Estianach avec son cheval arabe. Alors quand on regarde nos uniformes, lui, il a un uniforme également très chamarré. Donc il est à Estianach et finalement, il arrange pour que deux des officiers, Contor et Dumont, soient invités par l'armée française en Algérie comme correspondants d'état-major. Donc vous voyez à quoi cela peut mener. Voici une représentation très célèbre de la bataille de Constantine. C'est un tableau de Horace Vernet, très célèbre historien des batailles. À Versailles, vous avez des dizaines de tableaux de Napoléon, des conquêtes du XVIIIe siècle. Et en réalité, donc, il s'agissait de se débarrasser des corsaires musulmans qui rendaient la circulation très dangereuse en Méditerranée. Voici le témoignage de C.M. Spaux, qui est paru dans le premier récit, ce n'est pas un roman, c'est une biographie de sa sœur aînée, qui s'appelait Lisbeth Lieschen, et le titre c'est « Sœur Marie du Bon Pasteur ». Elle était religieuse de la congrégation de la doctrine chrétienne. Dat zijn die vom Veelchen. Et j'ai écrit il y a 30 ans à la supérieure du Veelchen. Est-ce que vous connaissez Sœur Marie? Ben oui, on a des consoeurs là-bas, écrivez-leur. Ça a pris 3 jours, j'avais la biographie. Donc elles sont toujours installées là-bas. Alors, le récit a paru d'abord dans Onshemisch, qui est une revue, en 96-97. Et vous avez le texte, je ne sais pas si j'arrive à le lire ici. Een aantal gedenkten een officier vom contingent hat me die episode lei erzählt. Het was am Herbst 1849 oder 50, wie onze prins Harry, de prins Harry, dem Willem III, zijn broeder, prins Lutnieu, de prins Harry für die Chambre am Num vom König opgemaakt wordt. Ik was beim Detachement dat deren Gard an Staat gemacht hat, wird der Colonel, de Pierre Mertens, de von Echtener, an sein Adjutant, den Henri Brinker, unterstützt. Für Chor hat Musik Pries de Constantine gespielt. Ganz Staat war op de Been an as Madons gezogen. Toen de gemengt, het heise selve gingen mat marchieren, so hun die Klang von dem Marsch alles mat geras. An 10 Meter vor der Musik hat de kromme Combe, dat war ein Dirigent, Platz vor der Musik, de kromme Combe Platz, lo kommen, net geruf, LP, Lompepark, Platz gemacht, lo kommen uns Jungen. Ne? Und endlich, etliche Jahre später, an der Reaktionszeit, sous la réaction, après le coup d'État réactionnaire mais pacifique de Guillaume III en 1861, als de Marsch verboten an net mehr von den Soldaten gespielt. En fait, je n'ai jamais réussi à trouver la partition de cette célèbre marche. Voici le portrait du général Youssouf, et cette guerre d'Algérie est donc indirectement présente à Estianach, et je le sais grâce à Jules Christofori, qui était professeur d'anglais au lycée de Garçon. En plus, il était plus tard à l'université, il a été représentant de l'Union européenne à Luxembourg,
et il a écrit l'histoire du château près de sa ferme familiale. Donc c'est lui qui a raconté l'histoire de Youssouf avec le mariage avec cette luxembourgeoise. Alors, c'est le courrier du Grand-Duché de Luxembourg qui en parle également, de ce célèbre général. Et donc, c'est surtout la nouvelle pour les officiers d'Echternach. 2 ont pu faire un stage en Algérie. C'est un peu comme si vous êtes envoyé dans un pays lointain dont vous découvrez les mœurs et dont vous pouvez peut-être imiter un certain nombre de principes. Je reviens carrément à la littérature avec Michel Lenz, haut fonctionnaire, qui écrit toujours comme un haut fonctionnaire, un peu emprunté, pas du tout comme Dix, qui est lui-même aristocrate, mais qui parle comme le peuple. Et donc, pourquoi est-ce que j'en parle? Mais parce que dans son premier recueil, qui s'appelle Spaß an Echt, Spaß an Echt, il a publié le portrait d'un soldat. Ce soldat, on pourrait dire, dans le Staat Hestchen. C'est quelqu'un qui est imbu de lui, il est très infatué, et il croit qu'il peut conquérir toutes les jeunes femmes, qu'elles se pâment pour lui. Donc c'est une parodie, mais la parodie n'est pas très effective, puisque ça ne rend pas le personnage plus sympathique. C'est donc Michel Lenz, et à la même époque, Dix écrit lui aussi des poèmes très ironiques, et Dix, qui vient du très haut de la société, s'est regardé vers le bas. Michel Lenz, qui est un bourgeois, qui a monté très haut, il n'arrive pas à regarder vers le bas du peuple. Michel Rodange, tout le monde le connaît. Voici une médaille qui a été frappée en 1927 pour le jubilé, le centenaire, et quelqu'un a écrit « Vietzar auch opzuschreiben, mat moensche lose Spruch, kom du mat zingen Bleistift, de Nannets Möschel och ». Nannet, dat is de huisnaam van de familie Rodange zu Waldpoldig. Alors pourquoi est-ce que je le montre? Mais dans le Reinhardt, le chant numéro 9, fait intervenir également un soldat. Il était soldat à Echternach, il est remplaçant, donc il fait vraiment tous les sales métiers, et il est très rancunier. Et il se victimise lui-même pour leurrer son compère, le loup. Vous savez que le loup est toujours utilisé comme faire-valoir, et que ce Reinhardt qu'on voudrait nous imposer comme symbole national, pour moi, je l'ai toujours considéré comme un faux cul. C'est un sale profiteur. Il n'est pas sympathique du tout. Les personnages de Dix le sont, mais là, je regrette. C'est de la très belle poésie, mais ça n'est pas exactement ce qu'on pourrait imaginer comme symbole national. Alors, selon la commission centrale de la Chambre des députés, ça c'est un texte officiel, on a compté de 1842, début de la garnison à Echternach, et 1867, on a compté 588 déserteurs dans le contingent, ce qui était une somme colossale. Ce serait pratiquement la moitié de la caserne d'Echternach qui aurait déserté. Pourquoi est-ce que j'en parle? Mais parce que le Reinhardt, lui aussi, était remplaçant, il a lui aussi déserté. Donc Rodange, lui, il observait très bien l'évolution de notre société. Je reviens à la peinture, cette fois-ci, encore une fois, avec Frezet. Ce dessin, ou plutôt cette lithographie coloriée, est de Frezet. Elle est datée de 1867. Elle représente la ville d'Echternach à partir de la hauteur de, si vous montez vers Osweiler, si vous voyez où il y a la station Total tout à fait en haut, en dessous de Monsanto, j'y étais encore hier pour observer, et on voit très bien, là où je montre la flèche blanche, ça c'est la partie arrière de l'abbaye où il y avait autrefois donc la garnison de nos soldats. À droite, vous avez la chapelle Sainte-Croix,
et vous avez le pont romain sur Echternach. Pourquoi est-ce que je parle de Freuzet? Parce qu'il avait 2 fils. Et ce fils-là, il était volontaire à la caserne d'Echternach. Et il s'appelait Émile Freuzet, 1838-1901. C'est le fils aîné du peintre Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste Freuzet a travaillé un court moment pour la faïencerie d'Echternach, où il dessinait les lithographies qu'on pouvait coller sur les assiettes. Donc il y a un lien très très fort entre Freuzet et la ville. Alors, le jeune Freuzet, lui, ne va pas rester jusqu'au terme. Il va avoir l'occasion de faire un stage dans la principauté de Nassau. Donc, il va faire carrière en Allemagne. Et nous savons tout de même quel programme les soldats d'Echternach devaient suivre. Évidemment, ils devaient faire des exercices militaires, de la gymnastique, de la natation. Ils faisaient aussi, évidemment, des exercices de tir. Mais ils avaient aussi des cours de chant. La musique est importante, puisque chanter des chansons patriotiques, ça unifie. Ça donne un certain dynamisme. Et puis, chose surprenante qui me fait beaucoup plaisir, il y avait des cours de littérature allemande, française et même anglaise. Mais, je constate, en 1867, il n'y a pas encore de littérature en luxembourgeois, alors qu'il y avait tout de même déjà eu Antoine Mayer, Schrack op de Lützeburger Parnasse, où il a été professeur de maths à Echternach, dans le même bâtiment où les soldats étaient installés. Donc, il y avait déjà Antoine Mayer, il y avait déjà certains poèmes de Gangler. Les pièces de Dix vont venir plus tard, Reinhardt et Michel Rodange aussi. Mais c'est intéressant. Ce portrait-là a été dessiné non pas par le père Freuzet, mais par Paul Freuzet, qui est un des fils. Et je termine. Malheureusement, notre milicien a mal fini. Il a été condamné comme militaire, il a été congédié, et il a fini par être chef de gare à Clairvaux. Donc, le service militaire permet d'entrer dans le service public. Voici un portrait également très intéressant de Guillaume III, donc c'est le 3e des grands-ducs. Ce n'est pas le plus sympa, parce que lui, il a fait une espèce de révolution après 1948. Il a resserré la vis, il a repris les rênes pour diriger le pays, notamment comme chef des armées. Il s'intéresse directement aux nominations, il intervient. On n'imagine pas le Guillaume V, maintenant, dire tel ou tel officier, je ne le veux pas comme chef d'état-major de l'armée. C'est inconcevable. C'est Madame la ministre des Armées qui va le proposer au gouvernement. Donc, c'est intéressant parce que tout de même, il est venu plusieurs fois et il s'est fait représenter dans un costume d'officier luxembourgeois, avec évidemment l'orange des Oranges Nassau. Je regarde toujours qui est l'auteur. Régis Meuse, tu connais, Léon Lyon, il est très connu. C'est quelqu'un que je connais toujours à partir de Victor Hugo aussi. Bon, je vous raconte un peu cela. En bas, vous avez une représentation, elle est très peu utilisée, je crois l'avoir publiée pour la première fois, pour le centenaire ou le 150enaire de la création des bains de Mondorf. Léon Lyon, c'est signé en bas. Alors Léon Lyon, il était au Salon de Paris en 1842. Il avait des parents à Luxembourg, les parents Gottschall, qui étaient des juifs. Est-ce qu'il était juif? C'est possible. Il fut grand maître de la loge luxembourgeoise, franc-maçon. Le présent dessin représente les bains de Mondorf et il l'a publié dans la brochure de Charles Marchal, Études sur les eaux minérales de Mondorf, paru à Paris en 1967. Et il a rendu visite à Victor Hugo à Vianden en 1961. C'est pour ça que je le connais. Mais c'est curieux que le roi grand-duc lui ait demandé à lui. Est-ce que les francs-maçons étaient tellement en cours? On ne sait pas. C'était une société dans la société. Aujourd'hui, tout le monde sait
qui est franc-maçon à l'époque, on ne le savait pas. Je passe plus rapidement en musique le service des militaires et des soldats et des civils. J'ai trouvé dans l'Union, qui est un journal gouvernemental, proche du gouvernement, en 1863, un compte-rendu des grandes manœuvres dans la région des Lütchen, de Löschendal. C'est là où il y a maintenant le lac récréatif d'Echtenach, en dessous de la forêt de la Hart. Alors, je ne vous lirai pas le texte, mais il est dithyrambique. Tout est parfait, les officiers très corrects, les soldats très enthousiastes, et notamment, ils savent très bien tirer. Donc, si on regarde le journal, on comprend. Si on regardait peut-être un journal plus critique, ce serait un autre écho. Voici, j'en parlais tout à l'heure, ce que j'ai trouvé comme sonnerie pour les clairons. Alors, ça concerne uniquement les 4 compagnies du bataillon de Diekirch, qui n'avaient que 4 compagnies. Et chacune des compagnies avait une sonnerie particulière, pour qu'en cas de combat, on sache, c'est la première qui doit avancer, la seconde doit reculer ou partir à gauche ou à droite, parce que le corps de chasseurs sert à donner des ordres et surtout à uniformiser le mouvement. Ça, c'est un souvenir des scouts. C'est un ami, malheureusement, qui n'est plus en vie, Anderhatz de Echtenach. Il était très bien au clairon. Et je me rappelle, j'ouvre cette parenthèse, en 1963, la FNEL, les scouts libéraux, ont fêté ici, sur le parvis des Trois-Glands, le centenaire de... non, pardon, pas le centenaire, qu'est-ce que je raconte, le cinquantenaire de la fondation. Et nous avons campé là-devant, et j'entends encore le clairon de Ender et tous les autres. On a défilé dans la grande rue devant le palais grand-ducal avec les clairons sans piston. Ça donne une impression, c'est très entraînant. Le grand-duc, et notamment aussi son frère, avait l'habitude d'inviter les principaux officiers, les commandants de bataillon, les commandants aussi de compagnie, de les inviter au château de Walferdange. Voici le capitaine Arnold, j'ai trouvé cela dans l'histoire des armées luxembourgeoises. C'est donc le 6 octobre 1851. Le même château est devenu le siège de l'université où j'ai enseigné. Echtenach Anzeige, nous sommes le 20 septembre 1863. Il y a eu une catastrophe, une journée festive du côté de Bollendorf, c'est-à-dire de l'autre côté de la Sûre. On a inauguré le pont pour rendre accessibles les carrières qui allaient servir pour construire au Grand-Duché. Et donc, tout naturellement, la musique de la garnison était invitée pour rendre la journée plus solennelle. Voici Franz Ferdinand Höbich. Il était affilié à la loge militaire Saint-Jean de l'Espérance, rue des Merciers à Echtenach. Il aurait pu faire carrière simplement comme musicien, comme compositeur, comme chef d'orchestre. Il a choisi la carrière militaire. Il venait de l'étranger, il a été naturalisé luxembourgeois et il était extrêmement populaire. Voici une photo sur laquelle on voit Franz Ferdinand Höbich au milieu, et c'est la collection de la famille Kostor. Madame Kostor est parmi nous aujourd'hui et elle m'a prêté ce tableau. Bon, ça a un peu terni, mais on voit très bien qu'il est au milieu de ces musiciens. C'est lui qui est l'âme, l'unisson de la troupe. Et j'ai trouvé la même photo dans une autre famille. Les soldats avaient une préférence pour 2 endroits pour donner les concerts. Le premier, c'est la vallée des Löschen. Löschen, ce sont les ajoncs, les plantes très élevées qui poussent au bord de l'eau. Löschen. On peut écrire aussi avec E, accent
tréma, bon, je mets Löschen, c'est plutôt prononcé à l'avant de la bouche. C'est un tableau d'Ernest Wagner, celui qui a acheté les tableaux avec les cavaliers qui rentrent dans la basilique. Ça, c'est lui qui l'a fait, juste avant que la maison Löschen soit rasée en 1977. C'était une idylle un peu ensauvagée, dans la verdure, et il y avait encore des fresques du XVIIe siècle, parce que c'était la maison de repos des moines de l'abbaye d'Echternach. Donc là, c'est un concert le 17 juillet 1864. Et voici une représentation d'un des cornets. C'était très célèbre, Lucas Schneider, cornet d'Echternach. Et ici, je vous parle d'un autre aspect, c'est que ces musiciens avaient aussi des instruments qui n'étaient pas à piston, c'est-à-dire ils donnaient des concerts particuliers, ils jouaient dans les cafés, dans les cabarets, donc ils avaient des clarinettes, ils avaient des trompettes, et c'était une valeur marchande. On vendait aux enchères et on achetait la clarinette d'un musicien célèbre. Représentation, encore une fois, du cornet par Louis Couchman et un extrait du carnet manuscrit de Victor Hugo. Il est passé une première fois à Echternach en 1862, ensuite 63, ensuite 65, et il descend toujours à l'hôtel du Cerf, hôtel zum Hirsch. C'est rue de la Montagne, en dessous de l'église paroissiale. Et il écrit ceci, il vient de Trèves, et avant le dîner, nous allons voir la place et entendre une musique de la garnison. J'ai vérifié, tous les soirs, un détachement des soldats d'Echternach devait, sur la place du marché, je suppose, ou bien sous le Dunselt, sous les arcades ou devant, sonner le couvre-feu, le Zapfenstreich. Pourquoi est-ce que Victor Hugo en parle? Tout simplement, c'est le fils d'un général. Il a grandi dans les casernes. Il est né à Besançon, ensuite c'était Marseille, ensuite c'était l'île d'Elbe, ensuite c'était l'Italie. Il en a connu de ces sonneries. Pour lui, c'est l'unité de l'armée qui est exprimée par cela. Alors j'ai publié ce texte notamment dans une brochure de l'harmonie municipale d'Echternach qui fêtait son centenaire. Je reviens encore une fois avec la liste des responsables de notre bataillon. Donc vous avez ici la liste des commandants respectifs du bataillon caserné à Echternach. Donc il y a beaucoup d'étrangers, le seul c'est Mertens. La plupart sont des Hollandais et des Prussiens. Ils sont presque tous des nobles, c'est-à-dire ils auraient pu faire carrière autrement qu'à l'armée, mais ils aimaient commander. Mais le problème vient de là, les atomes ne sont pas crochus avec le fils de paysan de Montpart. Donc le courant ne passe pas. Ensuite, vous avez aussi des gens qui sont plus responsables, comme Franz Karl Hartmann, qui était très populaire. Liste des officiers de santé, parce que ce sont quand même des soldats qui se blessent souvent, ne serait-ce qu'en se battant à l'épée. Ils font des chutes. Il y en a un qui tombe du 2e étage, qui est somnambule et qui se fracasse la tête. Donc il faut des officiers de santé et des médecins. L'officier de santé, c'est plutôt un premier infirmier. Alors j'ai regardé le Hollandais Herman Louis Schepp, le Jean-Baptiste Reinhardt, lieutenant à Echternach, mort à Echternach, Jean-Baptiste Dietz, né à Grevenmacher, un luxembourgeois, le docteur Louis Wurth, qui est très connu, la famille des Wurth, c'était parmi les notables du XIXe siècle, né à Luxembourg, médecin, chef des troupes, capitaine, stationné à Echternach, et notamment à l'époque de l'épidémie de choléra. L'épidémie de choléra a coûté des dizaines de vies à Echternach et une douzaine de soldats sont morts.
parce que les conditions hygiéniques étaient épouvantables. Et je connais les rues à Echternach où s'en mortent le plus de personnes. Ce sont des rues où l'égout est vraiment dans la rue, hein. Comme je l'ai vu encore au Maghreb il y a 30 ans. Hein. Donc les épidémies, c'est un peu prévisible. Alors il y avait aussi le docteur Pierre Becker, docteur en médecine. Il est décédé là-bas, il était bourgmestre de sa ville natale, mais il était officier de santé au bataillon de Diekirch. Il voulait éviter la trop grande proximité. Alors, voici une photo qui est un peu sensationnelle. C'est la toute première photo de notre pavillon du XVIIIe siècle. Et on le reconnaît à cette descente en volute. La volute, c'est le signe même de la vie, de la sinuosité, de l'art baroque. Et donc, c'est un officier qui se fait photographier, tout fier, en s'appuyant sur la rampe d'escalier du pavillon. Parce que le pavillon, autrefois, était appelé à Echternach Klosthaus, la maison du plaisir. Et même, on sait que l'abbé Limpart, notamment, qui était un bon vivant, il fêtait des fêtes très mondaines, relativement peu catholiques, au pavillon. Eh bien, les officiers le faisaient également. Alors, je passe au point suivant, cette fois-ci, les hommes de troupe et l'encadrement spirituel. Ce sera un peu plus bref, mais c'est quand même essentiel. Je commence par un dessin qui a été fait par ma sœur, le seul dessin qu'elle ait jamais réalisé dans sa vie. Elle était au Filchen et on leur avait soumis un dessin de quelqu'un qui était connu, un dessinateur, et il fallait reproduire. Je la soupçonne un petit peu d'avoir utilisé du papier plur, hein, mais c'est bien quand même, on reconnaît la chapelle, donc c'est la chapelle parallèle à la route de Luxembourg, qui faisait partie de la paroisse d'Echternach, catholique évidemment. Alors il y a une demande des officiers et des soldats encore, des sous-officiers protestants qui veulent récupérer cette chapelle pour les services de leur religion. Et pas seulement les officiers, les sous-officiers, mais aussi un vicaire qu'on a recruté, mais qui veut être payé. Et puis même aussi, il y a un bedeau, le Koster, hein, qui demande aussi à être payé, qui dit « je dois travailler le dimanche quand même », et il est très mal payé. Et ça remonte, pas jusqu'au roi grand-duc, mais jusqu'au président du gouvernement. Alors si quelqu'un demande 150 francs, il en obtient 80, tout au plus. Ils négocient comme des marchands de tapis. Hein. Mais il y a des tensions. Il y a des tensions entre protestants et catholiques. Les protestants, souvent les officiers, les catholiques, souvent les hommes de troupe. Vous voyez la hiérarchie sociale. Vous avez aussi les croyants, qu'ils soient protestants ou catholiques, et les mécréants, les athées, les non-pratiquants. Alors la question se pose, est-ce que le commandant du contingent peut obliger tous les soldats, tous les dimanches, à aller à la messe route de Luxembourg? S'ils ne pratiquent pas, je suppose que tout le monde est baptisé, on ne peut pas être non pas baptisé. Mais... Donc il y a de graves questions qui se posent et ça alimente depuis des années les dissensions dans la troupe. Je regardais le nombre de vicaires qui ont opéré à Echternach, donc vous en avez 2, 4, 6, 8, 9, pour une vingtaine d'années. Le plus célèbre étant Auguste Mullendorf, très célèbre famille. Lui était un prêtre, il y avait aussi un journaliste, et ça c'est le neveu du plus célèbre des francs-maçons, Lambert Schrobilchen, qui est enterré à Echternach, hein, et qui était en très bons termes avec ce curé. Hein, voilà. Donc il y a des points d'achoppement et de rencontre au XIXe siècle. Éléments religieux, vous avez ici dans l'exposition l'orgue offert à la garnison d'Echternach par Guillaume II. Il avait d'abord offert le même orgue à Walferdange pour le château. Ensuite, il est venu à Echternach. On ne savait pas quoi en faire.
il a fini par être placé dans la chapelle Notre-Dame, route de Luxembourg. Donc ça servait essentiellement pour les services religieux des protestants. Vous savez que le chant dans la religion protestante est plus important. Le particulier, c'est qu'on peut complètement fermer et que seuls les tuyaux sont apparents et qu'il y a 2 tuyaux pour 2 sonorités à gauche et à droite. C'est très astucieux et c'est un bois de chêne mais qui est teinté au sang de bœuf pour que cela ait un air un petit peu exotique. Je me rappelle quand j'étais enfant de chœur, l'orgue était là mais il n'était pas utilisé. Maintenant il l'est, mais je ne l'ai jamais entendu. C'est Francis Erasmi, le recteur de la basilique, qui a autorisé les transferts jusqu'ici. Il faudrait demander à quelqu'un de le jouer pour qu'on entende la sonorité. Voilà, donc c'est un cadeau du roi Guillaume II. Alors, ici, un extrait où je parle du président du gouvernement, de Nicolas Adames, qui est notre premier évêque, avec lequel Victor Hugo s'est beaucoup disputé parce que c'est un papiste, c'est un transalpin, donc il ne veut pas que l'État intervienne dans les affaires, c'est le pape qui doit décider et l'évêque. Et puis d'un autre côté, vous avez le président du gouvernement, donc il faut négocier tout le temps, et l'Église est encore très puissante, il y a beaucoup plus de paroisses qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prêtres, donc il y a de la pression qui vient pour des raisons politiques. Et donc, chaque fois que l'évêque Adames pense que les droits de l'Église catholique sont menacés, il intervient et il n'y va pas de main morte. Il fait son métier de représentant de l'Église catholique. Voilà ma publication en 1997, épisode de la vie de garnison, à Echternach au 19e, paru dans l'annuaire de la ville d'Echternach. Et puis quelques photos qui figurent dans votre catalogue, dans votre livre d'accompagnement. Les officiers avaient le sens de la mise en scène, du placement, la hiérarchie compte, il faut placer exactement le sabre dans le bon sens, il faut avoir le kepi, les enseignes, les médailles, les cordons, tout cela doit être interprétable et visible. Je passe au point suivant. Heures et malheurs, il y en a des 2 côtés. Et par exemple ici, l'inauguration du pont sur la Sûre à Bollendorf, grand événement encore une fois pour transporter les moellons en pierre calcaire afin de pouvoir édifier à Luxembourg. Une très belle assiette que j'ai vue chez un collectionneur particulier, descendant d'Antoine Jans, qui était dessinateur chez les frères Zens. Donc c'est le pavillon tel qu'il existait à la fin du XIXe siècle. Et le cadeau laissé par certains officiers, c'est le parc, non pas à la française, tel que vous l'avez de nouveau maintenant devant le pavillon, qui est régulier, géométrique. Ça, c'était un jardin à l'anglaise. C'est-à-dire, l'officier Hartmann était un amoureux des plantes et des arbustes décoratifs ou autres, et c'est lui qui a planté. Le problème, c'est que 150 ans après, ça devient une forêt, ça n'est plus un parc. Et on a vu avec l'inondation en 2021 que les dégâts sont d'autant plus énormes. Un décès aussi, il y en a évidemment beaucoup, là il y a beaucoup de monde. Celui-là est intéressant, il s'appelait Anton Schmidt, il venait de l'autre côté de la Sûre et il était horloger et réparateur de cornets. Il est décédé dans la Sauergasse, c'est la rue qui monte depuis le pont, direction le centre de la ville. Et c'est signé par Mathias Lefort, qui était le bourgmestre d'Echternach à cette époque. Je passe maintenant, route de Luxembourg, op der Landstraße, ist da noch. Si vous montez, là où arrivait autrefois le Charlie, la 2e ou 3e maison à droite,
appartient à Guy Van Hoel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Guy Van Hoel écrit dans le Tagblatt. C'est un homme de gauche, un peu anarchiste. Il écrit très bien, il écrit ses mémoires. Et il est le propriétaire de cette maison. Où est le rapport avec la garnison? Mais tout simplement, au XIXe siècle, c'était un café, un cabaret même, on dansait au premier étage. Il y avait de très jeunes gens et de très jeunes filles qui y fréquentaient. Je ne vais pas employer le grand mot, mais ça commence par un B. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'était des jeunes gens, c'était non pas les officiers qui venaient, mais plutôt les simples soldats. Peut-être les officiers, ils avaient le pavillon ou d'autres endroits, on ne sait pas, mais c'est un besoin de la nature humaine. Dans la même famille, j'ai trouvé ce tableau de ces officiers. C'est toujours, ça a été trouvé dans la maison Optalandstrasse, quand la famille de Guy a racheté au début du XXe siècle. La photo est encore là. Alors, la maison s'appelait Flantermaus. Vous savez ce que ça veut dire, Flantermaus? C'est un animal qui vole, qui voltige et qui est très instable. Et Flantermaus désigne quelqu'un qui a l'esprit léger, quelqu'un qui aurait bu, qui sinue, ou une jeune fille qui se comporte mal. Donc c'est le nom qu'on donnait au café cabaret où on pouvait rencontrer des jeunes filles de mœurs un peu délurées. Donc Guy appelle ça un volatile virevoltant. Ben voilà. Je passe à l'avant-dernier point, la crise de 1848. Un écho de la Luxemburger Zeitung en 1865, le major commandant du bataillon, stationné à Echternach, exige que ses officiers parlent exclusivement allemand et non pas hollandais, alors qu'il y a de nombreux néerlandais, d'où des querelles linguistiques. Donc, si l'officier parle allemand, il est compris par le garde du village luxembourgeois, mais ses collègues sont un peu irrités qui ne parlent pas le flamand ou le hollandais. Donc, des questions linguistiques qui expliquent les tensions. Alors, la tourmente de 1848, elle tient à de très nombreuses frictions qui n'appartiennent pas au moment de 1848. Elle remonte des dizaines ou une dizaine d'années en arrière. D'abord, les altercations entre officiers de différentes nationalités. Il y avait une clique batave, un clan germano-luxembourgeois, les conflits linguistiques. Il y avait aussi les oppositions religieuses, les convictions philosophiques, et il y avait aussi des débats et des discussions pendant les manifestations mondaines. Alors celui qui canalisait toutes les fureurs contre lui, c'était le colonel Christian P. Winkel, le Hollandais, qui finalement est parti. Alors le 4 mai 1848, cela a débuté, cette révolte des soldats d'Echternach. La musique joue un certain rôle. Son chef, le cornet d'état-major, der Kapellmeister Franz Ferdinand Höbich, originaire de Silésie, aus Schlesien, c'est un immigré, mais naturalisé luxembourgeois, il a été forcé par les hommes à diriger la sérénade qu'ils offraient place du Petit Marché, Viermarkt, si vous allez du marché, direction l'hospice civil, le Petit Marché. Si vous allez direction de la basilique, le Petit Marché, et il habitait là, et il était très mal aimé. Donc ça a suffi pour que Höbich soit obligé de faire un geste qu'il n'aurait peut-être sans doute pas accordé sinon. À partir de là, il y a une aggravation de la situation, et il y a surtout De Colnay et Brincourt qui furent les seuls officiers luxembourgeois à être licenciés à partir de cette mutinerie. Mais il y a beaucoup d'incidents, j'en parlerai d'un seul ici,
c'est le fameux caporal Lucas Schneider qui a sonné l'alarme, qui a donné l'assaut, et c'était le 5 mai 1848. Voici celui qui a dessiné ou qui a écrit tous les récits, c'est Alphonse Hennig. Il a été assez intelligent pour demander à un célèbre peintre, Pierre Blanc, professeur de dessin, de faire les représentations des dessins. Alors, il a publié 33 cahiers qu'il appelait Skizzen und Bilder aus dem Luxemburger Bundeskontingent zum deutschen Heer, entre 1937 et 1947. Voici encore une fois le colonel Winkel qui a concentré sur lui la colère des troupes. Ça, c'est une photo. Voici un autre texte encore, un manuscrit que j'ai trouvé dans le catalogue de cette exposition. C'est la lettre de protestation, c'est une pétition d'un certain nombre d'officiers luxembourgeois, il y en a 11, auprès du roi grand-duc en 1848, c'est-à-dire c'est déjà le grand-duc Guillaume III, et il demande que celui-ci fasse le ménage et qu'il évacue ce colonel Winkel. Encore une fois, les hommes de troupe, quand ils sont en bonne forme, mais à cette époque-là, il n'y avait plus cette discipline-là. Un élément qui est très peu connu, qui n'est peut-être pas ici représenté, c'est la maçonnerie. La maçonnerie est quand même un mouvement philosophique qui remonte au début du XVIIIe siècle. Le maçon, c'est quelqu'un qui, intellectuellement, philosophiquement, veut construire un état idéal. Comme les constructeurs des cathédrales au Moyen-Âge se transmettaient les recettes géométriques, architecturales, mathématiques, et eux, ils se transmettent des recettes pour construire la cité idéale. Et donc, chez les maçons, il y avait beaucoup d'ingénieurs, de mathématiciens ou des musiciens et des officiers. Une assiette qui m'appartient, mais qui appartenait auparavant à Joseph Bech, qui était grand collectionneur, puisqu'il était à moitié d'Echternach, grand collectionneur. Il y a une faute historique, est-ce que vous la voyez ? 1848, il y a un drapeau, il y a une erreur dans le drapeau. Vous connaissez l'expression « Schwarz-Rot-Gold » pour l'équipe d'Allemagne, ben là, les couleurs sont inversées. Mais c'est indubitablement en relation avec l'année révolutionnaire de 1848. Voici le monsieur, c'est Lamort, Jacques Lamort, qui avait loué la faïencerie des Dondelinger à l'avant de l'abbaye. Il a fait beaucoup de dessins à la main, au pochoir, mais là, c'est un dessin historié, Es lebe die Freiheit. Lui, le grand capitaliste, il vante la notion démocratique de la liberté. Donc voilà, vous avez déjà vu, donc l'erreur historique, c'est le drapeau qui est mal tourné, mais tous ceux qui collectionnent les timbres savent les timbres les plus précieux, ce sont ceux qui comportent une faute et qui existent en quelques exemplaires seulement. Voici une épée et un sabre qui appartenait à Franz Ferdinand Höbich, que Mme Koster m'a photographié et qui est très impressionnant. Vous avez encore une fois le tableau où il est au milieu et vous avez le sabre qui est à gauche, le sabre est recourbé et à droite, vous avez l'épée qui est droite. Alors j'ai demandé à un ami qui est franc-maçon, c'est Paul Rousseau, et qui m'a expliqué, je lui ai envoyé la photo, puisque Höbich était franc-maçon. Alors Paul m'écrit ceci, en début de lame, là où c'est argenté, il y a les initiales du producteur de l'épée avec estampille de qualité. Plus loin sur la lame, un soleil. Là, juste où c'est avant la lame, vous avez un soleil, symbole positif de la maçonnerie, et normalement, mais ça n'est pas représenté en haut, il devrait y avoir la lune. Donc il y a les deux astres qui représentent, disons, les deux pôles de la vie. Donc c'est une pièce tout à fait
exceptionnel qui a été sauvegardé dans la famille. Et Paul m'a recherché également le dossier de Franz Ferdinand Höbich dans la loge maçonnique de Luxembourg, non, pas de Luxembourg, d'Echternach, ça s'appelle les enfants de la Concorde fortifiés. Elle se trouvait rue des Merciers, à Krimgasse, si vous partez du Fulport vers la rue de la Gare, à gauche. C'est maintenant l'entrée arrière du Trifolion. Et au XIXe siècle, la loge, la maison existait encore, elle a été achetée vers 1990 par les pères rédemptoristes qui étaient chassés de France et ils y ont installé leur chapelle. Donc les francs-maçons ont laissé la place aux rédemptoristes catholiques. Vous voyez comment les choses se passent. Alors vous avez là une partition peut-être de Höbich, je ne sais pas, mais c'est la seule que je connaisse. Voici quelqu'un qui est connu pour la boisson qu'il incarne. C'est le célèbre capitaine néerlandais, naturalisé luxembourgeois, Friedrich Wilhelm Ludwig Buff. Je trinke de Buff. C'est une boisson digestive, un mot drop. Alors il a tout simplement repris une boisson inventée aux Pays-Bas par le docteur Boerhaave. Goethe déjà disait que ça lui permettait de bien digérer. Bon, c'est donc un franc-maçon d'Echternach qui a repris, et lui-même, il l'a revendu à quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui s'appelait... je vais trouver son nom, Paul Osira, qui venait de Bratislava. C'est un immigré également. Alors, il habitait rue Hovlik, à gauche, cette maison qui existe encore, je connais les personnes qui y habitent, il habitait là-dedans, et avant lui, il y habitait le trésorier de la garnison, c'est-à-dire qui gérait le budget de la garnison. Et paraît-il, il y a eu un garde qui a été assassiné devant cette maison-là. On ne sait pas quelle année, peut-être en 48, c'est possible. Donc voilà la maison, rue de Hovlik-Buschmauer, et plus tard, donc Paul Osira, il a repris, il a développé ce commerce. Et au fond, à droite, il y a un autre fabricant de boissons que je connaissais, Hubert Rass, et la maison existe encore. C'est l'intersection entre, disons, la garnison et le commerce local. Quelqu'un qui est très connu, Matthias Hart, qui était professeur et qui a commencé sa carrière complètement à gauche, était socialiste, presque marxiste, et il a terminé complètement à droite, et il a soutenu les soldats révoltés en 1848, parce qu'il avait fondé un premier journal d'Echternach qui s'appelait Der Grenzbote en 1848. Le deuxième journal, Echternacher Anzeiger, n'est venu qu'en 1863. Encore une photo de ces officiers. Nous sommes dans l'année 1865. Alors là, c'est un événement triste. Il y a des séances de tir, là où il y a maintenant le centre récréatif. Il y a les cibles de tir. Il y a une jeune fille qui est envoyée par son père, par sa mère, envoyée porter un repas à son père qui est laboureur. Elle se fait violer dans les Löschen par un officier ou un soldat, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite, puisque quand un civil ou une civile a une affaire à un soldat, c'est toujours l'administration militaire qui juge et direct poubelle. C'est-à-dire la pauvre fille a été punie 2 fois, violée en plus, pas dédommagée. D'autres photos encore. Ils ont, comme on dit, le sens de la hiérarchie, de la mise en scène. Ce sont des photos posées. C'est vraiment, ça devait prendre 1 heure, parce qu'il fallait rester posé pendant des dizaines de secondes. Encore une photo, j'accélère un petit peu. Et un duel maintenant entre officiers entre 1865. C'est un ancien officier de gendarmerie.
Fernand Fröhling, qui m'a téléphoné pour me dire « J'ai récupéré au Verlorenkost, dans les archives de l'ancienne gendarmerie, un tas de documents. Mon chef m'a dit « Fais-en ce que tu veux, n'en parle pas. » Et donc il a sauvé ces documents concernant un duel entre officiers. Je résume. Les officiers ont déjeuné dans le casino. Donc si vous sortez dans le quartier CAC, à droite, au premier étage, la dame du service se trompe. Elle sert d'abord la soupe ou, je ne sais pas, le rôti. Au moins gradé des deux, le plus gradé le provoque en duel. Et donc chacun va convoquer 2 témoins. On se donne rendez-vous le lendemain au premier étage du pavillon, à Mlosthaus, vous imaginez. Le duel a lieu. Il y a quand même des règles très strictes. Il ne faut pas piquer ni toucher la tête. Les 2 sont faits, le sang coule. Et c'est un certain Widmann qui, paraît-il, est inculpé, un officier. Et ça fait de grandes vagues, puisque, vous voyez, un des rapports, je n'ai pas tout lu, c'est en lettres gothiques, ça remonte jusqu'au commandant du bataillon, au commandant du contingent, ça remonte plus haut au chef du gouvernement, qui est le baron de Tornaco, un noble Tornaco, qui fait redescendre, et finalement, Widmann, il est éjecté, il est congédié. C'est tout ce qui arrive. Et l'autre, heureusement, il ne perd pas la vie, c'est lui qui est blessé. Voici la salle telle qu'elle se présente maintenant au premier étage. C'est une salle très irrégulière, c'est vraiment le rococo. Il y avait autrefois des expositions, un grand lustre. C'est là, dans cet endroit très paisible, qu'on s'est battu presque à mort. Et j'ai trouvé une autre lettre par un certain Debiquet, encore un officier, qui dit « J'étais témoin de Widmann ». Il dit « Bon, Widmann s'est peut-être emporté ». Il est un peu embarrassé, il ne peut pas dire la vérité. Donc il dit « Il se dédouane ». Donc ça ne peut pas faire avancer les affaires de ce monsieur. Alors, l'accusé Widmann, ça c'est tout le développement de Debiquet. Le baron Tornaco à droite et le colonel Van Heemskerk, qui était le dernier des commandants du contingent. C'est lui qui va raccompagner la garnison d'Echternach à Luxembourg en 1967. Lettre manuscrite du baron de Tornaco au commandant Van Heemskerk. Le texte concerne ce lieutenant Wiedemann qui demande, il est assez prudent pour demander son congé avant d'être expulsé. Voilà. Le rapport du commandant, bon, je vais pas insister là-dessus, mais Ettinger aurait chargé Champagne et Weidert de demander réparation. Donc Ettinger, c'est celui qui a été insulté, qui a été blessé. Il a 2 témoins qui, eux, vont demander réparation. Donc c'est comme tous les procès, on peut toujours faire appel. Alors je passe au dernier point. Qu'est-ce qui reste finalement de cette époque de la garnison? Mais je vous montre encore une pièce de ma collection. Vous avez une vue de l'abbaye du haut de la montagne d'Ernsen. C'est une vue qui est manifestement après 68, puisque la basilique rénovée, avec seulement 2 tours, est déjà debout. Donc à droite, vous avez le Abteishof, et à gauche, vous avez le Kasernenhof. Ce qui est certain, c'est Janssens qui a dessiné les fleurs, je crois que c'est des fleurs de pommier, et c'est une autre beaucoup moins à droite, qui a peint les bâtiments. Donc ceci pour rappeler le partage de l'abbaye en 2 aspects. Voici une première plaque, parce que c'est ça qui reste, une plaque tombale du lieutenant-colonel grand-ducal Constantin Crespin, officier à Echternach, puis commandant de la gendarmerie grand-ducale et de la compagnie des volontaires, aide de camp du roi grand-duc Guillaume III, c'est-à-dire vraiment un intime. Je passe toutes les semaines devant, puisque je vais souvent au cimetière, je connais par cœur. Ce qui me frappe, c'est que la seule inscription présente qui concerne Guillaume III, c'est roi des Pays-Bas. Il n'est pas nommé comme grand-duc de Luxembourg.
Donc il est considéré presque comme un élément étranger. Alors cette plaque-là se trouve, si vous connaissez le cimetière d'Echternach, juste à côté de la morgue. Voici le colonel Crespin, il a été honoré dans le Lutzeburger Journal. Alors, en 1947, il rejoint le contingent fédéral. Il devient notamment commandant de la gendarmerie grand-ducale. Il a surveillé Victor Hugo. Tiens, quand Victor Hugo, expulsé de Belgique, arrive à Luxembourg le 1er juin, Crespin est là, il prend des notes. Autant de valises, autant de personnes, 3 servantes descendues à l'hôtel de l'Europe. Hein. Il sait tout. Et tout cela remonte au gouvernement. Et je lui dis à chaque fois que je passe devant, t'as trahi Victor Hugo. Honte à toi. Alors voici un autre monument qui est très intéressant aussi. C'est celui du baron von Quart, Hirstenbrück ou Hirstenbrick. On n'arrive pas à très bien lire. Il y a toute une symbolique avec les feuilles d'acanthe en haut. Et vous avez une inscription. Hier ruht der am 21. November 46 verstorbene Herr Constantin Freier Baron von Quart Hirstenbruck, bei Lebzeiten Obristleutnant, Befehlshaber des Luxemburgischen Bundeskontingents und Kommandeur des Großherzoglichen Ordens der Eichenlaubkrone, etc., etc. Friede seiner Asche. Donc c'est le seul monument de ce type que je connais sur notre cimetière. Voici un autre monument qui est encore plus compliqué. Le monsieur, c'était un Hollandais, Louis-Alexandre de Storle de Frienisberg, ancien commandant simplement du bataillon, pas le degré supérieur. État supérieur droit. Louis-Alexandre de Störler de Frienisberg, de son vivant, major commandant du 1er bataillon des chasseurs luxembourgeois, chevalier de 4e classe de l'Aigle Rouge de Prusse, etc., décédé à Echternach le 9 août 1951, à l'âge de 42 ans, RIP, signé en bas à droite, Wehnach, V et B à Grevenmacher. C'est peut-être celui qui a sculpté le monument. Casque couronné, cimier, une femme hissante, sans bras, habillée de gueule, ceinte d'or, les cheveux épars, entre deux proboscides de gueule. Bon, c'est le docteur Lutsch, Jean-Claude Lutsch, généalogiste et héraldiste, qui m'a expliqué cela. C'est dire simplement qu'il y a là une couche absolument inconnue de la société luxembourgeoise qui se représente au cimetière d'Echternach. Je terminerai avec cette dernière image tout à fait moderne de l'abbaye, avec toujours le Abteishof et le Kasernhof. Et en fait, le lycée classique n'a jusqu'ici manifesté aucun intérêt. Les élèves ne savent pas qu'il y avait autrefois des gendarmes et des soldats dans le bâtiment. On pourrait envisager de remédier à cela. Alors le plus beau cadeau, ce sera ma conclusion, laissé par les soldats, c'est le côté horticole, c'est le côté poétique presque d'un officier censé tuer des gens qui défend des plantes. C'est ça, l'armée, je veux bien en faire partie. Le colonel, le Fernand Fröhling m'a offert sa publication avec toutes les représentations, avec les différents uniformes de la gendarmerie et des soldats du contingent. J'ai une bibliographie, bien entendu, si quelqu'un s'y intéresse, et je représente encore ces soldats. Donc, pour conclure, le mot sera très simple. C'était une sympathique armée d'opérette, avec des uniformes chamarrés, qui devaient faire grosse impression sur les jeunes filles. Ils aimaient la musique. Ils avaient d'excellents musiciens, et pas que Hubich, d'autres aussi. Et ils savaient aussi participer à la vie civile. Donc, espérons que les jeunes gens d'aujourd'hui n'auront jamais à partir à la guerre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.